j'essaye pas de faire comme les rockstars, de bouger le micro, c'est juste pour me rapprocher des diapos. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être présent parmi vous. D'abord, remercier Michel, François, Fabien pour l'invitation. La dernière fois que j'étais venu sur l'île, c'était à l'occasion d'un jury de thèse. J'étais dans le jury de thèse de Grégory Dupont, qui lui, comme vous le savez, n'a absolument rien à faire dans la natation et tout dans le football. Alors, on m'a demandé de traiter le thème avec une approche scientifique de la périodisation de l'entraînement. Alors, ce n'est pas une tâche aisée, puisque si l'on cherche à répondre à la question que vous avez sous les yeux, que dit la recherche sur la périodisation de l'entraînement, la réponse est assez courte, pas grand-chose. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais on va quand même essayer de meubler pendant l'heure qui suit. Donc, je vais avoir mon propos qui sera découpé en 4 parties, présenter les 3 principaux modèles de périodisation de l'entraînement. Ensuite, parler de cette période particulière qu'on appelle l'affûtage. Intégrer dans un 3e temps la problématique de l'entraînement hypoxique dans la périodisation générale. Et enfin, se poser la question, qu'en est-il de périodiser en amont versus de quantifier et de monitorer les adaptations d'une manière régulière? Où se trouve le process idéal entre la périodisation au sens strict du terme et puis le monitorage des adaptations? Alors, le modèle traditionnel, vous le connaissez, c'est le modèle qui continue à être enseigné partout en Europe, qui nous vient des pays de l'Est, en particulier des travaux soviétiques dans les années 50, des publications dans les années 80 en langue française, avec comme auteur principal Matveyev. Et ce modèle traditionnel, on peut le représenter simplement par de très longues phases de préparation générale, que ce soit avec une périodisation biannuelle ou triannuelle. On peut le représenter aussi avec une période pré-compétitive que vous avez ici, où à chaque fois on observe une forte diminution du volume et une forte augmentation de l'intensité. Donc ce modèle associe de très longues périodes d'augmentation du volume et des périodes relativement courtes où il va y avoir ce X caractéristique. On diminue le volume, on augmente l'intensité avant la période compétitive. Alors, des exemples en natation, par exemple Grand Taquet, qui a été recordman du monde du 1500 mètres, donc des données tirées de travaux de Jean-Claude Chattard, où l'on peut observer un certain nombre de cycles d'entraînement. Là, ce sont des données tirées du club de Toulouse dans les années 90, des travaux d'Inigo Mujica, et on peut observer à chaque fois donc des cycles qui vont être de l'ordre de 12 à 14 semaines au minimum. Alors ensuite, dans la littérature, mais il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de littérature scientifique parce qu'il n'y a aucune preuve expérimentale que ce modèle fonctionnerait mieux qu'un autre modèle, ou voire même qu'il n'y ait absolument pas de périodisation. Vous allez pouvoir trouver des macrocycles de développement, souvent sous cette forme-là, avec une augmentation de la charge d'entraînement sur 3 microcycles et un microcycle de récupération, de stabilisation sous cette forme-là. On peut jouer sur la durée des microcycles. Dès lors qu'on va se rapprocher de la période compétitive, il est recommandé de diminuer la durée des microcycles de façon à pouvoir augmenter la part relative de la récupération. Mais ce modèle traditionnel, il est maintenant fortement critiqué. Tout d'abord parce que cette période foncière risque d'induire des états de surentraînement. Une période foncière trop longue peut avoir des effets négatifs. Et je vous présenterai un certain nombre d'éléments qui supportent cette idée que ce n'est pas nécessairement le modèle idéal. C'est absolument pas adapté dans les sports collectifs, dans les sports de raquettes, mais c'est aussi de moins en moins adapté dans les sports d'endurance. Étant donné que le calendrier compétitif augmente, étant donné que toutes les fédérations cherchent
Étant donné que toutes les fédérations cherchent à occuper le calendrier pour des raisons médiatiques, financières, on ne peut plus avoir de période foncière suffisamment longue dans de très nombreux sports. Le calendrier des compétitions est donc plus dense et plus long. Et enfin, pour revenir à des éléments de physiologie, il y a différentes cinétiques, différentes modalités de variation des qualités physiques qui sous-tendent la performance. Par exemple, si on reprend chez des nageurs l'évolution de la force endurance, de la force explosive ou de la force maximale, vous pouvez voir qu'il va y avoir des qualités physiques qui vont pouvoir se stabiliser relativement vite et d'autres qui demandent une progressivité des charges d'entraînement. Là, c'est illustré sur un cycle de 8 semaines. Donc, comment est-ce que l'on peut articuler les charges d'entraînement les unes par rapport aux autres de façon à avoir un pic de performance en utilisant ce modèle? Même chose chez des kayakistes, différents types de qualités physiques et différentes cinétiques. Alors ce modèle traditionnel, il a été critiqué par Isurin, qui est un chercheur russe qui travaille maintenant en Israël, et il a formulé un certain nombre de critiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir, dès lors qu'on a un travail foncier trop conséquent, trop important, des problèmes énergétiques qui peuvent eux-mêmes induire des états de surentraînement. En termes d'adaptation cellulaire, il y a des délais par rapport à la biogénèse mitochondriale, par rapport à la synthèse protéique et par rapport à la synthèse des enzymes anaérobiques qui vont être avec des temporalités différentes. Les récupérations post-exercice, elles aussi, peuvent être différentes. Il y a des difficultés à combiner les différentes charges de travail et souvent, il peut y avoir des interactions négatives, l'exemple le plus fréquent étant l'entraînement concomitant, endurance, force maximale. Comment est-ce qu'on l'articule? Dans quel ordre est-ce que l'on va disposer les séances ou les charges à l'intérieur de la même séance ou à l'intérieur de la même journée? Des problèmes de concentration mentale et puis surtout le fait que les stimuli ne soient pas nécessairement suffisants quand on essaye de faire un peu de tout d'une manière simultanée et non pas d'une manière consécutive pour induire des adaptations qui permettraient réellement un gain de performance. Un autre élément, c'est le fait que le calendrier compétitif avec ce modèle classique serait basé sur une ou deux compétitions majeures dans l'année. Et si l'on observe la réalité à haut niveau, ben vous pouvez voir qu'il y a eu Marion Jones, Bubka, Kostadinova, donc ce n'est pas toujours des exemples particulièrement... on peut les discuter, hein, mais il y a des nombres de performances de niveau mondial qui sont relativement nombreuses au cours d'une saison. Augmentation du nombre de compétitions. Entre les années 80 et les années 2000, vous voyez que le calendrier compétitif a énormément évolué. Je crois que c'est aussi vrai en natation avec développement de circuits internationaux. C'est vrai dans les sports de neige avec le fait qu'on va essayer d'amener les compétitions au cœur des villes pour des raisons médiatiques et des raisons économiques. En même temps, donc, puisque le calendrier compétitif augmente, il y a une diminution du volume d'entraînement. Les principales raisons peuvent être des progrès dans les méthodes d'entraînement. Le fait qu'il y a eu, en particulier après l'explosion du bloc de l'Est, un marché mondial des entraîneurs, des échanges de connaissances. Le fait, on l'a dit, qu'il y a une augmentation du nombre de compétitions. Et puis, vraisemblablement, en particulier dans les sports de force par rapport aux années 90, une diminution du recours à des pratiques dopantes massives. Alors, dans les sports d'endurance, ça peut se discuter. Est-ce que c'est toujours aussi prégnant ou pas par rapport à ce qu'on observait précédemment? Donc, diminution des volumes d'entraînement. Dans les années 80, dans les sports d'endurance dans les pays de l'Est, il y avait des volumes
d'entraînement jusqu'à 1500-1600 heures. À ma connaissance, on n'observe plus ça. On a maintenant des sportifs qui vont s'entraîner au maximum autour de 1100-1200 heures annuelles. Donc une réduction des volumes. Ensuite se pose la question des effets résiduels. Dès lors que vous avez une période de développement, une période foncière, et ensuite une période plus spécifique pré-compétitive, qu'en est-il des délais de façon à maintenir ces différentes qualités physiques? Ça, c'est ce qu'on observe dans la littérature. Donc, vous pouvez observer qu'au maximum, 30 jours de maintenance d'une qualité physique. Donc, sur l'endurance aérobie, la force maximale, 18 jours pour ce qui est de la glycolyse anaérobie, 15 jours pour l'endurance de force et une petite semaine pour la vitesse. Donc, ces éléments-là induisent le deuxième modèle en termes de périodisation de l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement par bloc. Donc cet entraînement par bloc, il va chercher à éviter des moyens artificiels pour maintenir les adaptations, tels que l'entraînement réduit, l'entraînement croisé ou les effets de transfert croisé. L'entraînement par bloc, il s'articule autour de périodes qui vont être de 4 à 8 semaines, donc des blocs beaucoup plus courts. Il va y avoir une concentration des charges d'entraînement, un nombre minimum d'objectifs ou de qualités physiques visées, un développement consécutif de ces différentes qualités physiques, et enfin l'utilisation de blocs spécialisés. Donc, vous avez sur une période réduite, maximum de 8 semaines, finalement une période de développement général, spécifique, et puis de réalisation. Donc, si je le reprends en comparant la période d'accumulation avec la période de transmutation et la période de réalisation, développement d'habiletés spécifiques dans la période d'accumulation avec un haut volume, donc ce qui correspondrait sur le modèle traditionnel à la période foncière, mais là il s'agit simplement de quelques semaines. Période de transmutation, développement d'habiletés spécifiques, on accumule de la fatigue, et enfin, sur une période relativement courte, une préparation intégrée et une récupération. Et lorsque l'on observe ce que cela peut donner sur un calendrier annuel, vous voyez qu'on peut avoir 6, 8 blocs qui vont s'enchaîner au cours d'un cycle annuel. Donc on est assez loin du modèle traditionnel de Matveyev. Donc d'autres types de programmation annuelle. Donc la périodisation par bloc, on peut aller entre 4 jusqu'à 8 ou 10 blocs sur une année. Et donc c'est particulièrement adapté, ça a été beaucoup utilisé dans les sports collectifs, beaucoup utilisé dans les sports de raquettes, où les athlètes ont l'impossibilité de viser spécialement un pic de performance parce qu'ils jouent toute l'année. Alors qu'en est-il de la natation? Ça on pourra en discuter avec les experts un peu plus tard. Donc si je compare maintenant l'entraînement traditionnel et l'entraînement par bloc, eh bien, vous voyez qu'on est sur des modèles qui sont assez différents. L'entraînement traditionnel, un effet cumulatif. L'entraînement par bloc, un effet, on va jouer sur les effets résiduels dont on a pu voir auparavant qu'ils étaient à relativement court terme. Il va y avoir un agencement consécutif sur des objectifs extrêmement bien ciblés, une organisation sous forme de bloc, et puis, là encore, c'est quelque chose d'important à souligner dans les sports à haut volume aérobie, le fait qu'on va pouvoir intégrer des compétitions de contrôle d'une manière régulière au cours du cycle de préparation. Donc peut-être aussi un moyen de pouvoir monitorer s'il n'y a pas des états de surentraînement qui viennent s'installer. Alors qu'en est-il de la validation scientifique? Vous comprenez aisément qu'il
il est extrêmement compliqué de pouvoir monitorer sur des dizaines de semaines des charges d'entraînement, de comparer des groupes d'athlètes, d'autant plus s'il s'agit d'athlètes de niveau élite. Et donc, il y a très peu de preuves expérimentales. Néanmoins, il y a des travaux dans des petites revues scientifiques. Par exemple, ce sont des collègues espagnols qui ont comparé des kayakistes, tous de niveau mondial, sur 2 saisons consécutives. Une première saison avec un entraînement traditionnel. Alors, vous pouvez voir, il y avait 12 semaines de préparation foncière. Et une deuxième saison avec un entraînement par bloc. Lors de la deuxième saison, ils se sont entraînés 120 heures de moins, 10 semaines de moins, et malgré tout, ils ont eu la même augmentation en termes de VO2 pic, la même augmentation en termes de VO2 au deuxième seuil ventilatoire. Et donc, on peut en conclure que l'efficacité du process d'entraînement sur la périodisation par bloc était supérieure à la périodisation traditionnelle, d'autant plus qu'il y avait une amélioration supérieure en termes de vitesse, de puissance et des adaptations aussi sur des aspects spatio-temporels. Donc la périodisation par bloc, pour eux, semblait plus efficace que la périodisation traditionnelle pour les gains de performance chez des kayakistes de niveau mondial. Évidemment, il y a de multiples critiques méthodologiques qu'on pourrait adresser à cet article. Mais néanmoins, il y a quand même un élément important. Il n'y avait pas besoin d'avoir un travail foncier aussi conséquent pour obtenir les mêmes résultats. Troisième type de modèle, l'entraînement polarisé. Donc l'entraînement polarisé, il s'appuie sur des travaux relativement récents de Stefan Seiler, qui est un physiologiste qui travaille en Norvège, qui lui a tout simplement questionné comment s'entraînent les athlètes élites dans les sports d'endurance. C'était de l'observation au départ. Il nous a dit, ça fait 30 ans qu'on nous parle de s'entraîner au seuil. Qu'en est-il? Quantifions et observons. Donc, si l'on reprend le premier seuil et le deuxième seuil, qu'ils soient ventilatoire ou lactique, ben vous voyez que depuis les années 80, on nous dit on va s'entraîner en gros proche du seuil. Il y a une part conséquente de la littérature scientifique qui nous dit qu'il faut faire du travail au seuil, ce qui veut dire s'entraîner à peu près dans cette zone. Zone 1, zone 2, zone 3. Et l'entraînement polarisé, à l'inverse, plaide le fait qu'on va passer très peu de temps entre les deux seuils, qu'on va faire un travail très conséquent à basse intensité, sous le premier seuil, et qu'on va faire un vrai travail qualitatif qui sera maximal ou supramaximal. Donc vous avez ici ce que ça peut donner en termes de pourcentage d'entraînement, que ce soit rapporté à la fréquence cardiaque, au RPE, c'est-à-dire à la difficulté perçue de l'effort, ou à la lactatémie. Donc ça, c'est clairement de l'entraînement polarisé. Donc, lorsque vous faites un test de VO2 max, vous avez une augmentation linéaire de VO2 jusqu'à ce que vous obteniez un plateau, ce qui va vous permettre de déterminer votre consommation maximale d'oxygène et votre vitesse ou puissance associée. Et lorsqu'on s'intéresse aux équivalents en O2, aux équivalents en CO2, ben vous voyez qu'on a, je ne vais pas m'étendre, on va pouvoir déterminer des intensités. Là, vous aurez des vitesses. Là, vous aurez des VO2 ou des fréquences cardiaques. Et donc, on va pouvoir déterminer des zones, alors qu'on peut appeler, selon les sports, selon les pays, d'une manière différente. Mais il y a toujours 3 grandes zones qui peuvent être déterminées. En entraînement modéré, qui correspond donc à la terminologie zone 1 pour l'entraînement polarisé. Zone 2 pour l'entraînement intense entre les deux seuils. Et puis zone 3 pour l'entraînement très intense, donc autour de VO2 max ou supramax. D'accord? Et donc, comme j'ai pu vous le dire, l'entraînement au seuil, regardez les travaux. Donc, les déterminations des seuils, si je peux me permettre un avis personnel, on fait énormément de tort cette notion d'enseigner la physiologie de l'exercice en mettant comme un des paramètres clés les seuils. Alors au départ, on les a appelés aérobie, anaérobie.
ça a un peu évolué, mais ça me semble extrêmement contre-productif. Toujours est-il que lorsqu'on observe la réalité des sportifs élites, on est plutôt sur ce type de pourcentage. Autour de 70% en zone 1, 5 à 10% en zone 2 et 15 à 20% en zone 3. Alors là, c'est des travaux qui ont été faits chez les Norvégiens, des rameurs norvégiens. Donc ils ont montré qu'il y avait eu aussi entre-temps, entre les années 70, 80, 90, un rééquilibrage au cours de la saison. Mais en même temps, vous voyez que si je prends les 3 décades, il y a une augmentation, en particulier entre les années 70 et les années 80, une augmentation du volume à basse intensité et une diminution, ce qui correspondrait à la zone 2 de race pace. Donc ça va dans le sens de ce qui est préconisé. Plus de travail en zone 1, moins de travail en zone 2. Ce que l'on peut observer aussi, c'est la place croissante de l'entraînement en altitude. On y reviendra, puisque dans les années 70, c'était utilisé très peu en période hivernale. Et maintenant, vous pouvez observer, je crois que la tendance est croissante, c'est énormément utilisé en période hivernale et ça reste malgré tout utilisé en période de compétition. Donc on a une augmentation des volumes, une répartition entre volume estival, volume hivernal, une augmentation du volume à basse intensité, une diminution du volume de race pace et les résultats évidemment continuent de croître. On pourrait faire exactement la même analyse en natation, c'est-à-dire qu'on a des VO2 entre les années 70 et les années 90 qui se sont améliorés, les performances se sont améliorées de l'ordre de 10%. Donc ce que l'on peut dire, c'est que s'entraîner à de bas niveaux de lactatémie a permis d'augmenter le volume d'entraînement à basse intensité. En même temps, il y a eu une diminution de l'entraînement spécifique avec ces niveaux de lactate. Il y a eu une augmentation du volume jusqu'à des valeurs d'à peu près de 1100-1200 heures, comme j'ai pu vous le dire, et une intégration de l'entraînement en altitude. Qu'en est-il de la validation scientifique? Donc là encore, extrêmement compliqué à mettre en place. Des collègues espagnols ont déjà observé qu'il y avait des corrélations, mais là je ne vous apprendrai rien, entre le temps total passé dans la zone 1 et la performance aérobie, mais que la corrélation est d'autant plus forte qu'on est sur des distances longues. Là vous avez la relation avec une performance sur 4 km en course à pied, là avec 10 km en course à pied. Donc, la pertinence dans des disciplines avec une composante lactique plus prononcée est loin d'être évidente. Ensuite, la même équipe a investigué l'entraînement de coureurs de niveau subélite avec une VMA de 21,5 km/h pendant 18 semaines. L'entraînement polarisé a été organisé de la façon qu'il y a 80% de l'entraînement en zone 1, 12% en zone 2, 8% en zone 3. Et le groupe au seuil, ils avaient augmenté de 12 à 27% la proportion d'entraînement. Et vous pouvez constater avec moi qu'il y a eu un gain de performance mesuré sur un 10,4 km/h en course à pied de 157 secondes dans ce groupe-là, de 121 secondes dans ce groupe-là. Là encore, des petites revues, il y a beaucoup de critiques méthodologiques, mais ça semble aller dans le bon sens. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionnerait finalement de s'entraîner à basse intensité? Moi j'ai fait mes études à Dijon dans les années, à la fin des années 80 et on nous disait à un moment donné on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas progresser si on ne fait pas de l'intervalle training, si on ne fait pas de l'intermittent, et donc l'entraînement à basse intensité finalement est quelque part contre-productif. Qu'en est-il en termes de problèmes potentiels à faire trop souvent de l'entraînement intensif? Et comme vous le savez, les athlètes élites font du bi-quotidien, voire du tri-quotidien dans certains sports. Alors là, je vais vous présenter des données toujours de l'équipe de Sailor, chez des coureurs à pied de niveau élite, 72 de VO2 max, en termes de retour à la normale
des réponses neurovégétatives suite à différents types de séances d'entraînement. 2 séances d'entraînement strictement aérobie sous le premier seuil, une de 60 minutes, une de 120 minutes, une séance d'entraînement entre les 2 seuils, et enfin une 3e séance d'entraînement au-dessus du 2e seuil. Donc 2 séances d'entraînement dans la zone 1, une séance d'entraînement dans la zone 2, une 4e séance d'entraînement dans la zone 3. Et l'on observe là le retour de ce qu'on appelle la réactivation parasympathique avec des facteurs temporels sur 4 heures post-exercice. Ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a une stabilité des réponses neurovégétatives dans les séances qui sont sous le premier seuil, indépendamment de la durée, 60 ou 120 minutes. Par contre, ça met beaucoup plus de temps à revenir à la normale dès lors qu'on est au-dessus du 2e seuil. Ce que l'on peut observer aussi, c'est que faire un entraînement plus intense n'altère pas cette réactivation parasympathique. Alors c'est vrai pour le PNN50, c'est vrai pour le RMSSD, je passe sur les détails, et c'est vrai sur des marqueurs fréquentiels. Donc quel que soit le paramètre utilisé, on a finalement, d'un point de vue neurovégétatif, une capacité de récupération qui est largement différente, une capacité à accumuler les séances qui est largement différente quand je fais un travail purement aérobie ou quand je fais un travail qui soit à la zone 2 et à la zone 3. Et deuxième information, être en zone 3 n'entraîne pas de problèmes supplémentaires. Vous savez aussi que cette réactivation parasympathique est un paramètre important de la performance, au point même qu'on peut postuler que ça puisse être un marqueur d'aptitude aérobie. En tout cas, lorsqu'on compare les niveaux de pratique, lorsque je compare des athlètes de niveau élite et des athlètes de niveau subélite, et que je prends un des marqueurs temporels, vous voyez qu'on retourne à la normale beaucoup plus rapidement avec des athlètes qui ont une plus forte aptitude aérobie. Donc oui, l'entraînement en endurance doit s'accompagner d'une réactivation parasympathique qui soit plus importante et plus rapide. Je vous dis tout ça parce que lorsqu'on traitera de la 4e partie, c'est-à-dire le monitoring, vous verrez que cette problématique de la réactivation parasympathique et de la variabilité cardiaque va devenir relativement importante. Donc, pour résumer ce 3e modèle de périodisation, la règle des 80-20 devrait s'appliquer avec le minimum de temps passé entre les 2 seuils. Ce qui veut dire que si je prends des athlètes d'élite qui vont s'entraîner 12 séances par semaine, on peut aller de 1, 3, 4, 5 peut-être séances avec de l'intervalle training. Et pour les athlètes amateurs, 1 séance par semaine suffirait. On observe aussi que lorsqu'on passe de la période hivernale à la période pré-compétitive, ce qui va davantage augmenter, c'est le travail en zone 3. Donc tout ceci plaide pour intégrer, alors en natation c'est peut-être plus compliqué qu'ailleurs, mais intégrer une réflexion sur quelle proportion à ce travail que l'on donne à ce travail entre les 2 seuils. Deuxième partie de mon topo, les périodes d'affûtage. Alors vous avez ici, c'est une définition qui est tirée de Mujica. Donc c'est la réduction progressive non linéaire de la charge d'entraînement pendant une période variable de temps, dont le but est de réduire le stress physiologique et psychologique de l'entraînement quotidien, d'optimiser la performance sportive. Alors on va passer assez vite parce que les informations principales sur l'affûtage, elles sont relativement bien connues. Je vais essayer de vous donner quelques éléments un peu plus innovants. Donc premier élément, il existe différents types d'affûtage. Affûtage linéaire, exponentiel lent, exponentiel rapide ou affûtage par rupture. C'est-à-dire que ça, on serait à l'issue de l'entraînement avec une baisse de 70% de l'affûtage. Évidemment, c'est l'affûtage exponentiel qui est le plus efficace. Deuxième élément, lorsqu'on modélise les relations entre entraînement et performance, on arrive à déterminer d'une manière individuelle les périodes qui puissent permettre
la performance optimale, donc ce qu'on appelle TG, et les périodes qui permettraient de revenir aux valeurs initiales. Donc la modélisation de l'entraînement pour individualiser la période d'affûtage, elle me semble particulièrement intéressante. Et puis, troisième élément, et ça tous les entraîneurs l'ont très très bien compris, c'est que l'affûtage n'a pas pour fonction d'améliorer la forme physique, ce qu'on peut modéliser par l'influence positive, mais essentiellement à réduire la fatigue résiduelle. Donc, et ce que l'on observe ici, c'est que sur 3 affûtages successifs des travaux de Mujica, l'influence positive, l'aptitude a très peu varié. Par contre, la qualité de l'affûtage a été conditionnée par cette réduction de la fatigue. La réduction du volume est une composante importante et donc est reliée avec les variations de performance, mais on va voir aussi que ce n'est pas un élément nécessairement aussi important qu'on a voulu le dire. Premier élément innovant, des travaux qui cherchent à valoriser ce qui se passe avant la période d'affûtage. Et donc là, vous avez des travaux où l'on va comparer des périodes d'affûtage, dans un cas non précédé d'une période de surcharge. L'entraînement reste ce qu'il était classiquement toléré par l'athlète. Et là, avec une période de surcharge de 28 jours, où l'on a augmenté de 20% l'entraînement classique. Et là, vous avez différents niveaux d'affûtage. On réduit la charge d'entraînement de 15%, de 31%, où l'on fait un entraînement par rupture complète. Qu'observe-t-on en termes de performance? On observe que lorsque l'on est avec une réduction de la charge d'entraînement de 31%, on a un gain de performance qui est supérieur. Mais l'on observe que lorsque j'ai une période de surcharge qui précède, j'ai un gain de performance qui est là encore supérieur. Donc il semble que avoir une période de surcharge qui précède l'affûtage permettrait des gains de performance supplémentaires. Ce que l'on observe ici, la performance maximale est davantage augmentée lorsque l'affûtage était précédé de cette période de surcharge. Et la réduction du volume d'entraînement, de la charge d'entraînement, devait être, elle aussi, plus importante. Donc, réduction plus importante, durée de l'affûtage plus importante. Si ces conditions sont réunies lorsque la période d'affûtage est précédée d'une période de surcharge, vous allez avoir des gains de performance qui seront supplémentaires. La performance était réalisée avec une réduction de 31% sans surcharge et avec 28 jours d'affûtage avec surcharge. Donc, lorsqu'on a un volume d'entraînement plus important, une intensité d'entraînement plus importante avant l'affûtage, on peut espérer, dès lors que l'on réduit ces charges d'entraînement et que l'on allonge l'affûtage, on peut espérer des gains de performance supplémentaires. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'affûtage en 2 phases. Pendant longtemps, on a prôné, Mujica a prôné, cet affûtage exponentiel. Depuis peu, ça a déjà été initié avec des travaux de modeling. On s'est interrogé sur les pratiques observées dans le milieu de l'entraînement. Pourquoi est-ce que les entraîneurs, souvent, demandent à leurs athlètes, les quelques jours qui précèdent la compétition, quelque part, de remettre en marche? Donc, ce qui voudrait dire qu'au lieu d'avoir un affûtage constant, il y a une augmentation des charges d'entraînement sur les quelques jours qui précèdent. Donc, vous avez ici, vous voyez, la période, on modélise la performance. Et donc, pendant la période d'affûtage, le gain de performance modélisé augmenterait. Et si je zoome sur cette partie-là, eh ben, l'affûtage en 2 phases, c'est-à-dire avec une augmentation dans les quelques jours qui précèdent, se traduit par un gain de performance de quelques dixièmes de % supplémentaires. Donc, augmentation modérée de l'entraînement dans les 3 derniers jours d'une période d'affûtage. Qu'en est-il? L'affûtage était modélisé comme une réduction moyenne de 49%.
Et lorsqu'il était sous la forme que j'ai pu vous décrire, l'affûtage en 2 phases, on réaugmentait l'entraînement de 29%. Et ceci se traduisait par un gain supplémentaire du niveau d'adaptation sans compromettre la dissipation de fatigue. Dès lors que vous avez intégré que l'affûtage vise essentiellement à diminuer la fatigue, une période de réentraînement modéré juste avant la compétition ne s'accompagne pas d'une fatigue suffisante pour mettre en péril la performance au cours de cette compétition. Donc ça, c'est un modèle qui me semble assez intéressant parce qu'il est assez proche de la réalité de l'entraînement. Donc des stratégies innovantes continuent à être mises en œuvre dans le domaine de la périodisation. Donc, par rapport aux connaissances actuelles sur les stratégies optimales d'affûtage, minimiser la fatigue sans compromettre l'aptitude, maintenir l'intensité, réduire le volume d'entraînement, maintenir la fréquence, vous connaissez ça par cœur. On peut ajouter 2 éléments supplémentaires, faire précéder l'affûtage d'une période de surcharge et faire un affûtage en 2 phases avec une réaugmentation modérée de la charge d'entraînement lors des derniers jours. Je suis passé assez vite sur l'affûtage et on va passer quelques minutes maintenant sur l'intégration des méthodes d'entraînement en hypoxie dans une périodisation annuelle. Vous avez sous les yeux 3 grandes familles de méthodes d'entraînement en altitude. Live high, train high, fond romeux. Live high, train low, pré-Manon, avec des méthodes artificielles ou alors vous prenez un télécabine, des méthodes terrestres. Et puis live low, train high, c'est-à-dire que vous allez utiliser une chambre hypoxique. Il y a quelques années, on a émis l'idée de combiner les différentes méthodes. Live high, train low et l'entraînement, c'est par exemple, je dors en chambre hypoxique, je m'entraîne en conditions normoxiques et puis 2 fois par semaine, je vais faire un entraînement très intense en altitude. Donc on combine les méthodes. Et puis tout récemment, on a proposé de nouvelles méthodes par rapport à cet entraînement à haute intensité, soit faire des sprints en altitude, ce qu'on appelle repeated sprint en hypoxie, répétition de sprint en hypoxie, intervalle training en hypoxie et entraînement continu à basse intensité en hypoxie. On n'a pas trop le temps de s'attarder, mais toujours est-il que cette méthode-là, maintenant, est utilisée dans des sports professionnels, dans des sports collectifs professionnels. À mon sens, il a un intérêt aussi en natation, parce qu'il se traduit par des adaptations moléculaires qui vont permettre d'améliorer la capacité de travail, la capacité non pas à performer, parce qu'il n'y a pas d'exercice intermittent, il n'y a pas de compétition intermittente en natation, mais si vous augmentez votre capacité à faire des séances d'intervalle training, vous pouvez avoir un effet indirect. Voilà ce que nous dit la littérature. Classiquement, vous allez à fond romeux, on va vous recommander de faire un entraînement qui sera très aérobie pendant la période d'acclimatation, puis ensuite, progressivement, et c'est encore mieux si le stage dure 28 jours plutôt que 21 jours, de revenir progressivement, réintroduire des périodes anaérobies. Ça, c'est ce que nous dit la littérature et ce que l'on enseigne à nos étudiants. On a eu la chance d'être impliqué dans une étude avec 2 champions olympiques, 20 km marche et marathon, où l'on a, là encore, tout simplement observé la réalité de leur entraînement. On n'est pas allé plus loin, alors ce n'est pas de la rocket science, mais on s'est dit, qu'en est-il dans l'organisation des charges d'entraînement, qu'en est-il des intensités que peuvent tolérer des athlètes élites. Alors, c'est une altitude de 2000 mètres, 3 semaines à Live High, Train High, donc vous pouvez tout à fait transposer ça sur un stage que vous pouvez mener à fond romeux. Ce que l'on peut observer, c'est l'expérience de ces athlètes, puisqu'il y en a un qui avait fait 28 camps d'entraînement au cours de sa carrière et l'autre 35. C'est un élément à prendre en compte. Là encore, on a représenté l'entraînement avec les 3 zones que j'ai pu vous décrire. Alors, il y a les vitesses pour le marcheur et pour le marathonien. Et ce que l'on observe, vous l'avez ici le marcheur, ici le marathonien, la répartition dans les 3 zones avant l'entraînement.
avant le stage de 3 semaines à Sestrières, pendant le stage de 3 semaines à Sestrières, après. Ben, vous pouvez voir qu'il y a très peu de modifications pendant le stage d'entraînement en altitude. Il y a même une augmentation des volumes d'entraînement. Augmentation des volumes d'entraînement chez le marathonien. Vous pouvez observer aussi que autant chez celui-là, on va être avec un entraînement qui va être de type polarisé, énormément d'entraînement en zone 1, autant chez le marcheur, on est sur un entraînement classique au seuil, avec énormément de travail dans la zone 2. Donc il n'y a pas de vérité. Donc premier postulat qui tombe, c'est la réduction des volumes et la réduction des intensités chez des athlètes expérimentés de niveau olympique à altitude modérée. Deuxième postulat qui tombe, la période d'acclimatisation. Là, vous avez sous les yeux la répartition chez le marcheur et chez le marathonien des charges d'entraînement pendant la première semaine. Dès le deuxième jour du travail en zone 3. Dès le troisième jour chez le marathonien. Et enfin, donc, la répartition dans la période d'affûtage, puisqu'il y avait les jeux qui se situaient ici. Ben, vous voyez que finalement, il y a eu très très peu de modifications. Là encore, on observe entraînement non polarisé chez le marcheur, entraînement polarisé chez le marathonien. Et donc, en termes de gain de performance sur des épreuves contrôle, une performance à 8 jours après le stage, il y avait des gains sur un 10 km en marche et en course qui étaient de 4 et 1%. Et ce que l'on peut surtout observer, c'est que le marathon et l'épreuve de marche olympique étaient à 23 et 24 jours post-Sestrières et qu'ils ont eu, bon, le marathonien, on ne peut pas comparer le gain de performance, il n'avait pas fait de marathon juste avant, mais en tout cas, ils ont été les deux médailles olympiques. Donc, à partir de là, on peut en conclure que chez des athlètes élites, avec une forte expérience en altitude, il y a la possibilité de maintenir les intensités absolues. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que l'altitude chez ce genre d'athlète n'est pas tout simplement un moyen indirect d'augmenter l'intensité relative? Il court à la même vitesse, ça se traduira par une dépense énergétique supérieure, des réponses physiologiques plus importantes. Effective tool to increase relative training intensity. Et ça renvoie à ce que nous dit Paula Radcliffe, qu'on a interrogé pour un livre sur l'altitude, qui nous dit, moi, masse en hémoglobine, réponse physiologique, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je vais en altitude tout simplement parce que l'entraînement est plus dur. Et croyez-moi, même des marathoniens hommes de niveau mondial, quand ils arrivent à Font-Romeu, non acclimatés et qui courent avec Paula Radcliffe, ils n'arrivent pas à la tenir. Hein. Donc, période consistante d'entraînement très dur. L'entraînement est plus difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous questionner sur l'utilisation qu'on peut faire de l'entraînement en altitude dans une périodisation annuelle. Deuxième élément, ça c'est ce qu'on peut décrire classiquement sur la période post-hypoxie. Donc vous avez vos 3 semaines en altitude et on va vous enseigner un certain nombre de phases positives, négatives. Par exemple, 3 périodes qui sont classiquement décrites. Une première période favorable du 1er au 4e jour, aléatoire, mais qui serait avec une possibilité de performance importante liée à une hémodilation quand on revient au niveau de la mer et des adaptations ventilatoires qui subsisteraient. Ensuite, il est décrit une période qui serait néfaste, en gros entre le 4, 5, 6e jour et le 11, 12, 15e jour, avec un coût énergétique qui serait détérioré, des désadaptations au niveau enzymatique et neuromusculaire. Et enfin, souvent, vous avez vu les marathoniens, les athlètes que je vous ai montrés, ils ont tapé cette 3e zone, là, une période favorable, du 12, 17, 25e jour. Il y a une grande diversité dans les recommandations, avec un transport de l'oxygène qui serait amélioré et une amélioration de l'économie. Et enfin, on a pu détecter dans la littérature scientifique, donc toujours les travaux soviétiques et une méta-analyse, qui aurait, point d'interrogation, une phase négative au 30-35e jour. Évidemment, on recommande d'affiner individuellement les délais. Là, vous avez sous les yeux l'état de la littérature. C'est entre 12 pour ceux qui font les recommandations avec les délais les plus courts, jusqu'à 20, c'est où le plus long 27, 28 jours. Il y en a qui nous disent, alors Bueno, il est champion du monde parce qu'il nous dit que c'est le 17e jour que vous aurez la meilleure performance. Hein, c'est extrêmement fort.
Alors, qu'en est-il de la périodisation? Par rapport à l'ensemble des méthodes que je vous ai données, il nous semble actuellement que l'expertise, ce n'est pas simplement de connaître les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, mais c'est d'apprendre à combiner tout ce qui existe. Vous avez une trousse à outils relativement large. Vous pouvez utiliser des tentes hypoxiques, du matériel. Vous pouvez aller à Font-Romeu, vous pouvez aller faire du high-low, vous pouvez aller en Sierra Nevada, vous pouvez aller faire du high-low après Manon ou du high-low à l'INSEP quand ça marchera. Et donc, vous avez différentes suggestions, parce que là encore, il n'y a pas de preuve expérimentale. Comment articuler les charges d'entraînement? Pour les sports d'endurance, on sait que 4 semaines à 2500 mètres, ça correspond en gros 1% d'augmentation de la masse en hémoglobine, pour 100 heures d'exposition. Vous faites 3 semaines, vous avez entre 3 et 4% d'augmentation de votre masse en hémoglobine. Vous faites une semaine de plus, vous avez jusqu'à 7 à 8%. Ça a été montré par l'équipe de Colorado Springs. Donc, ce facteur étant clé, on recommande dans les sports d'endurance de faire des séjours réguliers en Sierra Nevada ou à Font-Romeu. Et ensuite, d'utiliser des combinaisons, leave high, train low and high, d'utiliser des sprints en altitude, d'utiliser, pourquoi pas, ce qu'on appelle improprement le travail hypoxique en natation, de façon à pouvoir booster les adaptations musculaires. Dans les sports lactiques, moins d'intérêt à la masse en hémoglobine. Par contre, davantage d'intérêt à utiliser des blocs. On a, dans les travaux que nous menons, montré une augmentation de 50% de la capacité à répéter des sprints après 6 séances d'entraînement chez des skieurs de fond de niveau, disons l'équipe B suédoise en ski de fond. Parce que c'est un travail qui sollicite, en poussée simultanée, qui sollicite les muscles du haut du corps. Et puisqu'il y a plus de fibres rapides dans les hauts du corps, cette méthode est particulièrement appropriée. Et puis dans les sports intermittents, donc sport collectif, sport de raquette, ben là, utilisation importante des répétitions de sprint, et pourquoi pas, c'est ce qu'on va faire avec le Pays de Galles en rugby avant la Coupe du Monde 2015, live high, train low and high, c'est-à-dire je vis en altitude, je prends le télécabine, je m'entraîne en bas, je remonte m'entraîner, faire 2 séances de sprint par semaine. Et évidemment, dans des conditions qui sont hypoxie-hypobar, c'est-à-dire conditions d'altitude réelle. Donc, il y a énormément de choses qui bougent en ce moment et j'attire l'attention des entraîneurs à bien réfléchir à ce que l'on fait sur l'altitude parce qu'il y a des possibilités d'investigation. Il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas, mais les modèles sont en train de complètement exploser. Il me reste encore 5 minutes, quoi. Quatrième partie de mon topo, c'est tout simplement poser la question: est-ce que ça vaut vraiment la peine de périodiser? Est-ce que tout simplement on n'aurait pas davantage intérêt à quantifier, à monitorer les adaptations? Alors que nous dit la science? Ben, la science, vous l'avez compris, c'est qu'il y a très peu de validation internationale des modèles en cours, quels qu'ils soient. Davantage paradoxalement sur le dernier modèle, le modèle de l'entraînement polarisé. Peu d'études longitudinales sur plus de 8 à 10 semaines, parce qu'ensuite, de toute façon, c'est incontrôlable. Peu d'études manipulant uniquement l'organisation des charges d'entraînement. Allez trouver des groupes et allez trouver des entraîneurs qui accepteraient que ce soit des scientifiques qui viennent leur imposer leur entraînement. Moi, j'ai énormément d'humilité par rapport au savoir expert des entraîneurs. Et on apprend beaucoup plus de choses en observant ce qu'ils font. Là, les deux principaux modèles que j'ai pu vous donner, c'était tout simplement de l'observation. Observons et essayons de comprendre. Ensuite, je pense qu'il y a des travaux sur la quantification, la modélisation qui sont utiles dans la réflexion qu'on peut avoir. Et puis, les travaux utiles de description des charges d'entraînement des athlètes élites. Et de ce point de vue-là, les fédérations internationales, à mon avis, devraient être plus proactives, imposer d'avoir des systèmes de quantification des charges d'entraînement. C'est un travail qu'on est en train de mener avec l'UCI, dans des buts qui sont là plus d'essayer de réduire le risque de dopage, d'avoir des systèmes qui se mettent en place de monitoring de la performance. Alors, si on parle de quantification, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes assez simples, le nombre de répétitions par rapport à la charge maximale, dès lors qu'on s'intéresse aux exercices de force-vitesse. Dans les sports aérobie, on peut quantifier, donc ça c'est la méthode de Bannister, en prenant en compte la durée passée dans une zone relative de la fréquence cardiaque de réserve affectée d'un coefficient, les TRIMS.
On peut utiliser, ça c'est les travaux de Mujica, le fait de déterminer 5 zones d'intensité, d'affecter pour chacune de ces zones un coefficient de pondération donné. Ça a été aménagé en reprenant ces zones et en les rapportant à la valeur maximale sur la période étudiée, en rapportant ça, en normalisant par rapport à la puissance sur 5 minutes. Donc il y a tout un tas de travaux qui font que même dans les sports qui ne sont pas en milieu clos, en milieu standardisé, on arrive maintenant à avoir une quantification de l'entraînement relativement satisfaisante. Et puis la méthode la plus utilisée, c'est la méthode dite de Foster. On ne peut pas faire plus simple. La durée d'une séance d'entraînement, le RPE, c'est pour ceux qui ne connaissent pas une échelle de 6 à 20 sur la difficulté perçue de l'effort. Vous multipliez, ça vous donne une charge d'entraînement. Vous pouvez avoir la charge qui est la charge hebdomadaire. Et puis, il a montré, c'était intéressant, que lorsque je divise simplement l'écart type, un indice de variabilité sur la moyenne, cet index dit de monotonie était un facteur aggravant en termes de surmenage, d'overreaching. Donc ça c'est tout simple et ça fonctionne relativement bien, ça a été utilisé dans des clubs professionnels en football. Alors la question qu'on peut se poser c'est y a-t-il possibilité d'améliorer le process d'entraînement, non pas en périodisant, mais en trouvant un moyen de faire varier les charges d'entraînement, d'adapter les charges d'entraînement par rapport à une réponse qui serait mesurée d'une manière régulière. Alors là, vous avez une étude, c'est des Finlandais, qui ont comparé un groupe qui avait un entraînement, disons, standardisé, le programme était établi à l'avance, et un groupe où l'entraînement pouvait être modifié sur la base des réponses le matin de variabilité cardiaque, heart rate variability. Donc, le principe était que dès lors qu'il y avait une diminution de la puissance en HF par rapport à une valeur de référence, alors, sans vouloir détailler, c'était la valeur moyenne sur 10 jours, eh ben, on supprimait l'entraînement intensif. Il y avait un aménagement avec un entraînement à basse intensité ou du repos. Donc ça donne ça. Dans le groupe où l'entraînement était prédéterminé, vous avez ici les valeurs de HF, le trait plein, et on peut voir que les charges d'entraînement étaient déterminées, il y a eu un certain nombre de tests, et puis il y a toutes les fois les flèches où la variabilité cardiaque était en dessous de la moyenne. Et puis dans le groupe où il y a eu un aménagement de l'entraînement sur la base de la variabilité cardiaque, et bien, toutes les fois que ça passait sous la moyenne, ben, vous voyez que l'entraînement a été modifié. Qu'en est-il en termes de gain de performance? Vous avez les valeurs sous les yeux. En référence par rapport au groupe contrôle, le groupe avec l'entraînement prédéterminé a progressé de 0,5% en termes de VMA. Le groupe avec l'entraînement guidé par la variabilité cardiaque a progressé davantage. Même topo pour VO2 pic. Donc ça semble fonctionner. Et ça semble fonctionner sur un principe qui serait simple, voire simpliste. C'est-à-dire qu'on utiliserait un seul marqueur de la variabilité cardiaque, RMSSD ou HF, souvent un marqueur associé au tonus parasympathique, de façon à pouvoir optimiser le process d'entraînement. Et ils nous disent, quand on a une variabilité cardiaque qui est atténuée, on peut, en aménageant l'entraînement, avec un entraînement de plus basse intensité, obtenir des réponses qui seraient meilleures. Alors, autant vous dire que si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Et donc, je vais vous donner deux informations supplémentaires tirées de nos propres travaux. La première chose, c'est une étude qu'on a menée avec des marathoniens. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail, là encore, on s'est amusé à observer ce qui se passait pendant la phase d'affûtage. Donc, une période de surcharge de 3 semaines, une période d'affûtage de 3 semaines. Là, vous avez un certain nombre de tests. Et ce qui nous intéresse, c'est la performance, le test étant un temps limite à 95% de VVO2 max. Qu'est-ce qu'on observe? Pendant la période d'affûtage, de surcharge, aucune, c'est ici, pré-overload, post-overload, aucune variation de performance. Nos athlètes tenaient 600 secondes à 95% de leur vitesse maximale aérobie. Ça n'a pas évolué. Il a fallu attendre la 2e semaine d'affûtage pour observer une très forte augmentation de la performance. Donc oui,
l'affûtage, tel que j'ai pu vous le décrire précédemment, surcharge suivie d'affûtage, ça fonctionne, gain de performance. Et à la fin, ils ont tous battu leur record sur marathon. Donc le process d'entraînement en tant que tel était efficace. Par contre, si je reprends cette fois-ci 10 minutes post-exercice et que je reprends un des facteurs de la réactivation parasympathique, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'au moment où ils avaient la meilleure performance, à l'issue de la deuxième semaine d'affûtage, ils avaient en trait plein ici une réactivité. Vous voyez que c'est très significativement inférieur à ce qu'on avait pu observer avant. Il y avait un effondrement de la réactivation parasympathique. Donc c'est paradoxal, puisque c'est exactement l'inverse que le mécanisme qui permettrait, selon les Finlandais, d'aménager l'entraînement. Et ce que l'on a observé aussi, c'est que lorsque l'on s'intéressait à ce paramètre, la récupération cardiaque sur 1 minute, c'est un outil qui est souvent utilisé par les entraîneurs, c'est extrêmement simple à faire. Vous prenez à la fin de l'exercice, votre gars il a 200 battements par minute, au bout d'1 minute, il a 140 battements par minute, vous avez une récupération cardiaque de 60 battements. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, on pensait que systématiquement, la récupération cardiaque sur 1 minute était un indicateur d'aptitude, de fraîcheur, votre athlète est plus frais. Ce que l'on a observé ici, c'est que pendant la période d'affûtage, l'évolution de ce paramètre était inversement corrélée à l'évolution de la performance. En d'autres termes, les athlètes qui avaient une dégradation de leur récupération cardiaque, il s'agit de marathoniens, étaient ceux qui avaient la plus forte augmentation de leur temps limite. Donc exactement l'inverse que ce que l'on peut normalement observer. Et croyez-moi, j'y croyais tellement pas que l'étudiant, il a refait 3 fois les calculs. Et l'on a aussi donc, un autre marqueur qui est un marqueur de la cinétique de récupération. Plus l'on avait une récupération cardiaque qui était lente, plus l'on améliorait sa performance. Donc, on a pu observer que chez des athlètes d'endurance, des marathoniens, qui ont par nature un très fort tonus parasympathique, lorsqu'on allège les charges d'entraînement, lorsque cette période d'affûtage est efficace, on va avoir une diminution de ce tonus parasympathique. Il y aura un rééquilibrage dans la balance neurovégétative. Et donc, à partir de là, on peut même questionner un paramètre aussi simple que la récupération cardiaque, et il nous semble qu'il y a des travaux ultérieurs à mener, parce que l'analyse de la récupération cardiaque, elle devrait être reliée avec la typologie des athlètes, le type d'entraînement, voire l'âge de ceux-ci. Et récemment, avec un de mes amis, Laurent Schmitt, qui est physiologiste du ski nordique français, avec les succès que vous connaissez, donc qui est quelqu'un d'extrêmement efficace, on s'est amusé à décrire, simplement comparer, il s'agit d'athlètes des équipes de France de ski nordique. Est-ce qu'en position couchée ou en position debout, lorsque je compare l'athlète à lui-même, dans des situations de fatigue, vous l'avez ici, ou dans des situations de non-fatigue, on a nécessairement une réduction des réponses. Si la fatigue, c'était nécessairement un effondrement du parasympathique, un effondrement de la variabilité cardiaque, on devrait avoir une moindre dispersion des valeurs chez le même individu en situation de fatigue par rapport à la situation de non-fatigue, parce que finalement la fatigue se traduirait toujours plus ou moins par des réponses qui iraient dans le même sens. Or, dans cet article, on a pu montrer qu'en situation de fatigue, on avait une dispersion de ces réponses neurovégétatives qui étaient supérieures aux situations de non-fatigue. En d'autres termes, lorsqu'un athlète se déclare fatigué, on va avoir des réponses en termes neurovégétatifs qui peuvent être davantage diverses ou qui peuvent s'éloigner de la norme ou de sa propre norme qu'en situation de non-fatigue. Et ce qui nous amène, et je terminerai là-dessus, donc c'est un papier qui est dans les tuyaux, à pouvoir déterminer 4 types de fatigue différents. Et ça, croyez-moi, c'est de la bombe. Laurent a fait un travail exceptionnel parce qu'actuellement dans la littérature, il existe 2 types de surmenage. Donc 4 types de fatigue qui vont nous permettre d'avancer sur cette idée que ce n'est pas tant la périodisation de l'entraînement qui va être déterminante. Effectivement, il y a un certain nombre de savoir-faire, très peu de validation scientifique, mais qu'il faut davantage réfléchir à quel type de monitorage
on met en place pour pouvoir adapter au jour le jour. Les entraîneurs le font parce qu'ils ont cette expertise concrète d'aménager en observant les réponses de son athlète. On avait interrogé, Chattard avait interrogé Denis Cottrell, l'entraîneur de Grand Taquet. Et Cottrell disait à Chattard, moi je fais toujours le même affûtage. Lorsqu'il a repris et qu'il a quantifié l'entraînement, il s'est rendu compte que finalement, il avait cette expertise d'aménager les périodes d'affûtage presque malgré lui. Il avait toujours, évidemment, il avait le même système en place, mais c'était extrêmement divers d'une situation à l'autre. Et donc, je terminerai simplement en vous disant qu'il y a très peu de choses sur la périodisation. À mon avis, on ne pourra jamais aller très très loin sur les preuves expérimentales en termes de périodisation. Il y a des modèles maintenant qui s'opposent et que c'est davantage sur quel type de suivi on fait d'une manière routinière qu'il faut que l'on concentre nos efforts. Merci à tous. Merci Grégoire pour cette magnifique intervention, très synthétique en plus. Alors, nous avons juste une petite information, je vois qu'il y a des gens qui filment. Sachez que l'ensemble des actes sont actuellement filmés et seront en ligne. Hein, donc, marche plus. C'est pas la peine éventuellement de filmer parce que tout sera en ligne, hein, toutes les conférences seront en ligne. Donc nous avons avant la pause quand même quelques temps, hein, on va dire 10 minutes, voilà 10 minutes pour poser des questions à Grégoire Millet. Voilà, donc je passe la parole à celles et ceux qui voudraient intervenir. Oui, alors il y a François Huot-Marchand. Je vais faire le... Merci. Merci déjà pour l'intervention. J'ai entendu parler dans des stages notamment. Sur des ergocycles en respirant de l'air en hypoxie, avec un masque, et voilà, et il s'en servait dans ces stages-là, et l'entraîneur apparemment il racontait que ça permettait à ces nageurs d'enchaîner un peu mieux, etc. Enfin bref, c'était complètement empirique, mais voilà, est-ce que tu as entendu parler de ça, et quel est ton avis? Parce que maintenant, il existe des tunnels. Hein. Il y a même à Sydney, maintenant, ils ont équipé une ligne avec un tunnel qui permet de nager en altitude. Alors, je crois qu'il faut être prudent parce que nous, actuellement, donc, on travaille sur des répétitions de sprint. Donc, c'est quand même au moins, pour l'instant, on en est à 6 séances. On suspecte qu'avec 4 séances, on aurait déjà des effets. Ce que l'on peut dire par rapport à une utilisation dans la natation, c'est que la natation s'y prêterait assez bien parce que c'est un sport qui mobilise énormément le haut du corps. Il y a davantage de fibres rapides sur le haut du corps. Et puisque le mécanisme qui est derrière, c'est que comme on a une baisse du contenu artériel en oxygène, on aurait une vasodilatation. Et cette vasodilatation sur un territoire musculaire, dès lors qu'on est à haute intensité avec un recrutement des fibres rapides important, se traduirait par une moindre fatigabilité des fibres rapides. Donc on va mener des travaux, nous, maintenant, avec des nageurs de niveau national suisse à Lausanne, pour essayer de voir si l'idée que j'ai pu émettre, c'est-à-dire qu'effectivement en natation, il n'y a pas de répétition de sprint, il n'y a pas de performance, vous allez faire un 6x50. Par contre, si on améliore la capacité de travail sur ce type de séance de répétition de sprint ou d'intervalle training à haute intensité, on peut suspecter un effet rebond. On améliore la capacité de travail dans un premier temps pour améliorer la performance derrière. Mais là, il n'y a pas de validation. Je sais que je te dis sur Sydney, ils se sont penchés un peu sur la question. J'irai pas, moi, actuellement dans le milieu de la natation, je crois qu'il y aurait d'autres modalités à mettre en place. Hein. Sur les méthodes high-low high, là, ce qu'on est en train de faire dans les sports collectifs, à mon avis, en méthode en conditions hypobar, il y aurait des choses à gratter. Alors, une autre question, Ludovic Seifert. Merci donc Grégoire pour la présentation, fort appréciable. Moi j'ai juste une question, bien qu'il n'y ait pas d'épreuve de 6x50 en natation, il y a quand même des fois dans les mêmes journées l'enchaînement de séries, demi-finales, enfin plusieurs épreuves qui s'enchaînent.
Je voulais savoir comment tu envisageais le monitoring dans ces, finalement pas l'entraînement, mais au vu des gestions des compétitions. Comment tu envisages ça, quoi? Bah, je crois que ce qui est mis en place fonctionne bien. J'ai pas d'idée, je vais dire, sur le monitoring qui serait fait par des physiologistes sur une équipe de natation. Donc, ouais, donc ça, en tout cas, la méthode qu'on propose, elle n'améliorerait pas la performance entre une demi-finale le matin, une série le matin, la demi-finale le soir. Ça, il n'y aurait pas d'effet, a priori, parce que nous, on est vraiment sur améliorer la capacité à répéter des sprints. On est capable de faire plus de sprints sur une série jusqu'à épuisement. Donc c'est davantage transférable sur une série à l'entraînement, sur un joueur de tennis. Donc on a des travaux qui se font en tennis, en rugby, en foot. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, là par contre, il n'y aura probablement pas d'effet additionnel par rapport à, voire même utiliser l'hypoxie entre deux compétitions, ça pourrait même être pénalisant. Et à l'inverse, il a été montré qu'utiliser l'hyperoxie, ça apporte très peu de choses. Là, il y a des travaux là, de collègues de Macolin qui ont montré que ça pouvait servir un tout petit peu dans le ski nordique. Mais il y avait énormément de travaux, les Anglais avaient travaillé là-dessus pour essayer de voir si finalement on améliorait la récupération sur post 400 par exemple, en utilisant l'hyperoxie. Et il faut savoir que utiliser des méthodes hyperoxiques, c'est pas éthique. Il n'y a aucun problème éthique sur l'hypoxie. Par contre, venir utiliser l'hyperoxie, je crois qu'on peut, il faut faire attention. C'est pas éthique et en tout cas, moi, je ne travaillerai pas là-dessus. Alors, une dernière question parce qu'on va être en gestion de temps et on pourra revenir ensuite. Hein. C'est en même temps. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Grégoire Millet a 3 casquettes sur la tête. Là, il intervient en tant que, évidemment, scientifique, mais il faut savoir quand même qu'il a eu de longues responsabilités d'entraîneur. On a partagé les lignes d'eau pendant un temps à Montpellier, à une époque de la création du Pôle France de triathlon, puis sa responsabilité au sein de la Fédération anglaise dans le cadre de la préparation du triathlon. Ressenti en tant qu'ancien entraîneur. Donc en fait, tu es en train d'expliquer que je suis très monomaniaque, ça fait 30 ans que je m'intéresse aux mêmes choses, et c'est vrai, ça fait 30 ans que je m'intéresse aux mêmes choses, à l'entraînement, à l'altitude. Alors maintenant, j'ai plus le temps d'entraîner, j'ai fait du conseil jusqu'à Pékin, avec différentes équipes. J'ai plus le temps d'entraîner, mais nos problématiques de recherche, elles sont directement liées à la pertinence qu'on trouve sur le terrain. Et effectivement, je crois que si on n'avait pas eu ce vécu d'entraîneur, on n'aurait jamais pensé à ces méthodes innovantes. On aurait suivi le truc classique de l'altitude, c'est la masse en hémoglobine. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine cohérence. Après, la recherche, les sciences du sport, c'est extrêmement compliqué de faire de la recherche en même temps que de faire du service. Moi, je distingue bien les deux. Donc quand je vais faire du service, du conseil, je l'ai fait avec différentes équipes, c'est jamais dans un but d'essayer de produire de produire des publications, parce que ça c'est compliqué. Et à l'inverse, quand on fait de la recherche, c'est clair, il y a des sportifs qui peuvent aussi trouver des informations utiles. On a des protocoles sur l'entraînement en altitude, donc on leur dit on va vous faire des tests de sensibilité à l'altitude, on va vous donner des informations, mais c'est pas le but. Vous les aurez, mais ce n'est pas le but. On va pas vous tromper sur la finalité du travail. À ce moment-là, c'est un travail de recherche sur l'altitude.